Bon, il est 14h05, on va démarrer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour ce café visio qui a comme thème donc, la tech en Amérique du Nord, notamment dans cette période de confinement et de crise mondiale. Donc avec nous aujourd'hui déjà 3 entreprises pour nous faire des retours d'expérience sur ces pays. Donc on a Paul Bonifacio, je disais entreprise en premier, donc Pierre Ferron de Schlumberger, Benjamin Granier de Numix, et enfin sur une partie plus institutionnelle, donc nous avons la Team France Export, avec notamment Paul Bonifacio de Business France, qui est actuellement à New York, que je vais laisser tout le monde se présenter bien sûr après. Et pour la Team France Export, nous avons Anne Barrier-Combe de Haddock, Occitanie, et pour Business France, Aziza, et Christophe Palou. Donc, merci à vous de nous avoir rejoints. Je vais vous laisser faire un petit tour de présentation. Et d'abord, Pierre Ferron. Alors, donc, pour la présentation, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, moi, je fais partie de Schlumberger. Présentation rapide de Schlumberger, donc plus de 90 ans d'expérience, 100 000 personnes dans la boîte, implantées dans 120 pays, 140 nationalités, 30 millions de chiffres d'affaires. Donc, nous sommes la première société de services, donc traditionnellement de services aux pétroliers. Donc, nos clients principaux sont aussi bien les International Oil Companies du genre Exxon, BP, Shell, Total, que les National Oil Companies comme Sonatrach, Pertamina, etc. Donc, notre corps de métier, même si on s'est diversifié à certains moments, est vraiment ce qui tourne autour du puits. Et ce dont je parlerai un petit peu plus maintenant au niveau des énergies sur lesquelles on fait un pivot. Me concernant, donc moi je suis implanté dans une structure qui est à Montpellier, donc qui fait du développement logiciel pour les études sur puits, qui est un rachat d'une start-up Texia en 2009. Donc on a 130 personnes sur Montpellier. Et j'ai eu une carrière beaucoup à l'international. Disons que j'ai passé sur mes 30 ans de carrière, 25 ans à l'étranger, dont une petite dizaine d'années aux États-Unis. Donc je connais un petit peu ce marché. Voilà. Merci Pierre. Ensuite, Benjamin. J'espère qu'il nous entend bien. Bon. En attendant qu'il se connecte à nous avec le micro, je vais te donner donc sur le tour de table Paul de Business France. Oui, bonjour à tous. Donc oui, Paul Bonifacio, je suis chef de pôle de l'équipe Tech Industrie à New York. Donc vous connaissez la Team France Export et Business France, vous savez ce qu'on fait. Mon équipe se spécialise sur les startups deep tech dans une logique d'hypercroissance sur le marché américain. Nous sommes présents principalement à New York, San Francisco et Toronto. Et nous accompagnons donc exclusivement des startups autour de la série A, autour des grands salons de la tech connus aux États-Unis, le CES en tête, mais aussi des salons sur des sujets plus pointus comme la photonique avec Photonic West ou la cybersécurité avec le RSA en février ou l'IoT par ailleurs. Voilà, je suis à New York depuis maintenant 2 ans et demi et j'ai accompagné une petite trentaine d'entreprises dans leur expansion sur le marché américain aujourd'hui. Et puis, je vous appelle de mon appartement en confinement à Brooklyn. Merci de s'être connecté avec nous. Ensuite, Anne. Bonjour à tous, donc Anne Baraillé, agence régionale de développement économique Haddock. Donc aujourd'hui, ma présence est dans le cadre de la Team France Export Occitanie, qui fédère ici, en plus des acteurs, Business France, la Chambre de commerce et des pays, la région Occitanie et l'agence de développement. Sur notre partie, aujourd'hui,
on est très attentif à, à toutes ces situations, puisqu'on a des programmes en cours qui vont viser à faciliter le rebond. Voilà, donc on va développer sûrement quelques points ici, mais forcément les situations sur les marchés étrangers vont largement conditionner les actions qu'on sera susceptible d'activer ou de soutenir dans notre métier d'accompagnement des entreprises, notamment sur les marchés internationaux. Très bien. Merci Anne. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon, parfait. Ah, bon. Je vous laisse Donc, vous présenter. est-ce que je me présente du coup? Parce Oui, que bien sûr. j'ai parlé dans le vide. Donc, je m'appelle Benjamin, enchanté. Donc, je suis moi business développeur et assistant de gestion pour la société Numix. Donc, nous, on est implanté à Gaillac, proche de Toulouse. En fait, on est expert en pédagogie digitale et immersive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 30% de notre activité va s'axer sur tout ce qui est création de modules e-learning pour les entreprises. Donc, on travaille beaucoup avec des grands groupes comme Lacoste, Yves Rocher, la RATP. Et 70% de notre autre activité va s'axer sur tout ce qui est création d'applications ou tout ce qui est création de formations en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Donc là, on travaille beaucoup, notamment sur les sujets de sécurité, avec des sociétés comme EDF, Enedis, avec l'aviation civile, le CNES. Vous parliez tout à l'heure de la pétrochimie. Voilà, enfin, je pense que c'est tout à fait pertinent dans ce domaine-là. Voilà. Bien, merci. Aziza? Bonjour à tous, je m'appelle donc Aziza Gadi. Je fais partie de la team France Export basée en région Occitanie avec Christophe Palous qui est également connecté. On est les deux responsables au sein de Business France et Chambre de commerce qui sont en étroite collaboration au sein de la team France Export avec ADOC pour les tech et services. Donc, on accompagne les entreprises occitanes dans leur développement commercial et international. Et pour cela, on s'appuie sur l'aide précieuse des bureaux à l'étranger et notamment donc, de Paul Bonifacio du bureau de New York pour les États-Unis. Merci. Et Merci à vous. du coup, votre collègue Christophe. Bonjour à tous. Donc, Christophe Palous. Moi, je suis basé à Rodez, dans l'Aveyron. Et j'accompagne les entreprises dans leur développement export, dont les entreprises de l'Aveyron, du Lot, de la Lozère et quelques entreprises donc, du secteur tech et services. Voilà, d'où ma présence aujourd'hui sur ce forum. Parfait, merci. Du coup, on va pouvoir démarrer sur d'abord un retour d'expérience des entreprises présentes vis-à-vis des États-Unis. Et Yann, tu avais déjà un ordre? Peut-être par ordre alphabétique, comme la dernière fois. Donc, allez, Numix. Parfait. Ok. Donc, parler de mon expérience éventuellement à l'export. Donc, nous, on est une petite société, on est 12 salariés. Donc, comme je vous l'ai dit, on est situé donc, dans le sud-ouest de la France, donc à Gaillac, proche de Toulouse. On est encore jeune. On est dans la tech, donc on a quand même, on va dire, fait le premier pas, effectivement, pour voir ce qu'il était possible de faire à l'export, puisqu'on a déjà un client historique, à savoir Constellium. Donc, eux sont spécialisés dans tout ce qui est pièces alu. Ils font de l'automobile, des avions, des canettes, etc. Donc, ça, c'est un client que nous avons qui est situé aux États-Unis. Et à travers différentes discussions, notamment avec ADOC, on a décidé de mettre en place un contrat export. Donc, le contrat export, pour faire bref, je ne suis pas un spécialiste, mais bon, voilà, c'est 50% des frais engagés, de certains frais engagés, en tout cas sur la notion de l'export, peuvent être pris en charge par la région. Et donc, c'est ce qui nous a permis justement de se lancer, de faire de participer à plusieurs salons donc à vocation export.
Donc, je pense notamment à Vivatech, je pense au Learning Technology qui est situé à Paris. Je pense notamment aussi au CES de Las Vegas, puisque pour la première fois, justement, on a passé le pas et on a passé, on est allé donc aux États-Unis en ce début d'année pour participer à ce salon. Et pour nous, c'était un peu spécifique puisque on ne voulait pas spécialement participer à ce salon pour rencontrer des étrangers, mais c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups puisque en premier lieu, donc on voulait aller à ce salon à Las Vegas pour rencontrer des grands groupes français. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille beaucoup avec EDF, Enedis, l'aviation civile, mais je pense qu'il est tout à fait pertinent à travers le e-learning et à travers justement la formation en réalité virtuelle augmentée. Je pense qu'il y a beaucoup de corps de métier qui peut être exploité. Et donc, effectivement, ça nous a permis quand même de rencontrer plus d'une centaine de prospects qualifiés. Donc ça, c'est plutôt très intéressant pour nous puisque le salon se passe sur 3 jours. Donc c'est quand même assez conséquent en termes de présence, d'organisation, etc. Mais pour être tout à fait honnête, le retour sur investissement a été quand même plutôt intéressant. Alors le retour pour le moment des prospects, il reste quand même un peu fragile, mais bon, je pense principalement dû à la situation actuelle. Mais cependant, on reste quand même en contact avec. On a eu une excellente prise de contact. Après, je pense que les Américains aussi sont très enthousiastes face aux présentations qu'on a effectuées, etc. Mais bon, reste à voir si effectivement ça va se concrétiser. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça a été une de nos meilleures expériences salon, en tout cas, qu'on ait pu avoir jusqu'à ce jour. Voilà. Après, en termes d'implantation, pour le moment, ce n'est pas prévu. On souhaite quand même se développer encore au niveau national. On commence à réfléchir, pourquoi pas, sur les marchés de l'Europe du Nord. Voilà. À réfléchir. Voilà. C'est encore un sujet de réflexion. Mais en tout cas, cette première démarche a été effectuée aux États-Unis. Reste à voir par le suivi prospect et par tout le travail qui reste à faire, voir si on peut être effectivement pertinent sur les sujets qui ont été abordés là-bas. Très bien. Merci pour ce retour. Pierre, est-ce que tu peux donner comment ça s'est passé, surtout avec cette crise en ce moment sur les États-Unis? Alors, les États-Unis, c'est parce que non seulement, du point de vue du domaine pétrolier, on subit l'impact Covid et effectivement non seulement la difficulté d'opérer, mais en plus la baisse de la demande énergétique qui était dramatique. Vous avez vu l'anecdote du prix des futurs du pétrole devenant négatif. Oui, c'est clair. Donc, c'est une situation où la demande s'est complètement rectifiée et qui plus est, on a vu juste à l'entrée du confinement, donc début mars, c'est une réunion de l'OPEC+, qui a vu en fait le conflit entre l'Arabie Saoudite et la Russie surgir, qui a non abouti à l'habituelle réduction de production, mais au contraire à une absence de réduction de production qui a complètement envahi le marché. Donc, une demande qui s'est augmentée avec une offre qui s'est augmentée avec une demande qui s'est appauvrie. Donc, ce qui a vu les prix du pétrole qui avaient été stabilisés dans les 40 à 60 chuter maintenant dans les 20, ils sont descendus entre 20, mais 20 à 25. Ce qui veut dire que le marché américain s'est complètement transformé. Le marché américain, c'est principalement le marché des non conventionnels en pétrole. Donc, ce marché des non conventionnels, en fait, est difficilement rentable en dessous des $25.
Donc, ce qui veut dire qu'on a des regroupements, des fêtes, des achats, etc., qui commencent à se faire. Donc, on anticipe une réduction d'activité de 50% sur le marché américain pour cette année. Les marchés internationaux sont touchés aussi, un petit peu moins. Cette réduction de 50%, ça veut dire effectivement donc, réduction des effectifs et des investissements parce que le pétrole non conventionnel devient moins rentable. Donc, on va commencer à moins faire. On avait beaucoup développé avec quelques espoirs vers le marché des non conventionnels avec des solutions donc sur le cloud, principalement sur GCP, sur Google Cloud. Mais ces initiatives vont être mises au placard. D'accord. Donc voilà pour le contexte du marché américain. Sinon, pour nous, d'un point de vue technique et de l'export, c'est un marché qui est complètement ouvert parce que de fait de notre implantation internationale, tous ces mécanismes-là sont pris en charge par l'entreprise. Donc on a des structures de vente un peu partout. C'est le but et la caractéristique d'une véritable multinationale. Ceci dit, quelle est la place de la tech française dans le marché international? Là, je vais élargir en dehors des États-Unis un petit peu. C'est que nous, à travers nos différentes branches, et entre autres la branche de Montpellier, c'est aussi pour ça qu'on fait partie de Digital 113 aujourd'hui, c'est qu'on va valoriser chaque écosystème. On a une antenne de développement et de recherche en logiciel dans la Silicon Valley, à Palo Alto, donc ça s'appelle le STIC. On a d'autres antennes. On a une antenne focalisée sur l'artificial intelligence, donc à Clamart, dans la région parisienne, et notre antenne d'Occitanie à Montpellier développe aussi des partnerships avec locaux. Donc, ce qu'on a fait, il y a deux axes, malgré le fait que je parlais de la décroissance de notre marché. Il y a deux axes sur lesquels on veut se développer. Le premier axe, c'est effectivement un axe d'optimisation à travers la digitalisation. Donc, digitalisation des outils que l'on développe, digitalisation de la chaîne d'exploration et de production du pétrole. Donc, il y a de l'IoT là-dedans, il y a de l'artificial intelligence, il y a des tas de choses au niveau de la digitalisation. Et puis, la deuxième chose dont je parlais brièvement, c'était un niveau assez récent, donc depuis, je dirais, 6 mois, vers la transition énergétique et l'aspect décarboné. Donc, c'est très, très récent. C'est arrivé à, d'une part, on s'est mis en lien avec une entreprise, enfin une entité qui s'appelle Science Based Target, qui nous permet de mesurer l'impact de nos activités et de nos clients sur les émissions à gaz de gaz à effet de serre. À travers cela, donc, on veut d'une part proposer des solutions à nos clients qui sont moins carbonés, donc permettre, entre autres, d'avoir des outils qui produisent moins de carbone, avoir des solutions qui soient moins consommatrices en énergie, développer les solutions de carbone capture, de stockage de carbone, et à côté de ça, développer une branche qui va explorer plus les sources alternatives d'énergie. Donc, on a démarré des initiatives, on est en train de regarder en ce moment comment on peut travailler en partenariat avec la région sur les aspects de nouvelle énergie et d'énergie solaire et du vent. On va organiser au mois de septembre prochain un hackathon ouvert à toutes les entreprises qui vont nous permettre justement aux entreprises de l'écosystème local de plancher sur ces thématiques-là. Et donc essayer de développer cet aspect du business d'un point de vue international. Donc peut-être pas sur le marché américain typiquement, mais d'un point de vue global, profitant, disons, de l'assise de Schlumberger dans l'ensemble des pays qui produisent de l'énergie dans le monde. Voilà, donc on épaule
des startups à travers un incubateur qui se trouve à Béziers, donc sur ce domaine-là, et sur le domaine plus lié à la digitalisation. On a aussi démarré le programme Sparks avec le BIC de Montpellier, dans lequel on accompagne aussi 3 startups sur les aspects de digitalisation, des choses sur la blockchain, du web scrapping. Voilà un peu notre approche sur le marché et en quoi l'écosystème d'Occitanie est essentiel. Et l'essentiel, il est super pertinent dans la démarche de transition énergétique à cause du focus de la région sur cet aspect. Donc, on essaye de pouvoir trouver autant des partenaires localement qui ont la capacité de se développer à l'étranger, que aussi le fait de pouvoir expérimenter nos solutions, avoir accès à des données, etc. Voilà. Bon, très intéressant. Merci beaucoup, Pierre. N'hésitez pas dans la salle à intervenir aussi si vous avez des retours à nous faire. C'est un espace bien sûr très ouvert, vous pouvez discuter. Du coup, je vais donner la parole donc à Paul pour nous faire un point concret sur les États-Unis actuellement et notamment les relations commerciales avec la France, entre autres. Ouais, merci. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Par définition, je m'occupe de beaucoup de startups dans différents domaines. Et puis, je représente aussi mes collègues qui s'occupent d'autres verticales, notamment le retail, que je ne traite pas personnellement, mais qui peut intéresser certains d'entre vous. Alors, bon, quelques généralités. Évidemment, les États-Unis sont en récession comme tout le monde. Confinement à l'échelle du pays, mais déconfinement partiel dans certains États, notamment dans le Midwest et l'ancienne Rust Belt. Premier point à souligner, une volonté très forte de la part de certains États à rouvrir l'économie, à relancer la consommation. On a eu plusieurs actions politiques à ce sujet. Alors, on est sur un pays qui, par définition, d'un point de vue, a un paysage politique très différent de la France, puisque c'est un pays beaucoup plus décentralisé avec un système fédéral, beaucoup de décisions qui sont prises à l'échelle des États, et une politisation du débat autour de ça, notamment avec des États très démocrates, donc plutôt de gauche, comme l'État de New York ou l'État de la Californie, qui sont très conservateurs, très prudents sur le déconfinement et qui, pour ce qui concerne New York, ont été très touchés. Et d'autres États beaucoup plus républicains et qui prônent le déconfinement et la réouverture de l'économie de manière beaucoup plus drastique. Donc ça permet, ça pose des questions évidemment d'un point de vue éthique et d'un point de vue sanitaire, mais ça permet d'enclencher une première relance économique non négligeable, important de le préciser. Voilà, il y a quelques points à garder en tête aussi en ce qui concerne la santé économique des États-Unis de manière générale. C'est une grande différence par rapport à la France aussi sur la différence du système social. Il n'y a pas de filet de sécurité sociale au sens où on l'entend en France, donc très peu d'aide pour les nouveaux chômeurs. On en est à 25 millions de nouveaux chômeurs sur les 4 dernières semaines. Un système de santé qui, lui aussi, est très décentralisé et très disparate dans sa qualité. Et puis, de manière générale, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les États-Unis sont connus, quand il y a une crise, pour aller très mal au début, tomber plus durement que des pays comme la France. On l'a vu en 2008 avec les subprimes et puis aussi en 2001 avec l'explosion de la bulle Internet, mais qui se relève aussi beaucoup plus vite que nous, généralement. Donc, on s'attend à une reprise assez rapide au deuxième semestre. Je rajouterais juste un point en disant qu'on a eu quelques mesures politiques qui permettent d'enclencher cette relance qui ont été assez impressionnantes et inédites, au premier lieu desquels un envoi par le gouvernement fédéral d'une aide financière cash à absolument tous les Américains de $1 200. Tous les Américains présents aux États-Unis ont reçu un chèque par la poste ou directement par virement de la part de l'IRS, le fisc américain, pour essayer de relancer la croissance. C'est quelque chose d'absolument inédit, surtout pour un gouvernement plutôt de droite. C'est quand même important de le souligner. En ce qui concerne les relations commerciales, bon, vous le savez, on est sur un contexte de politique, ou du moins dont le message politique est très protectionniste. C'est le slogan du président America First. À la fin, ce qu'on remarque derrière, c'est que le pragmatisme très anglo-saxon et très américain reste de mise. On a à court terme un travel ban entre l'Europe
et les États-Unis, mais les échanges commerciaux, surtout sur les sujets logiciels, restent parfaitement d'actualité. Et on s'attend à ce que ce travel ban soit fermé d'ici quelques semaines, un mois ou deux maximum, quand la crise ira un peu mieux. Donc voilà, juste pour donner un tout petit peu de contexte sur l'aspect politique. Sur la tech en particulier, je peux vous parler de quelques grandes tendances. Alors, bon, déjà, il y a la tendance des VC et du fundraising, ça va intéresser certains d'entre vous. Les VC américains ont à peu près la même réponse que les VC français. Il y a eu une vraie baisse des investissements depuis un mois et de nouveaux tickets. Les quelques grandes tendances qu'on observe à ce sujet-là sont un resserrement des fonds de venture capital américains sur leur portfolio actuel d'entreprises et donc un peu moins de recherche pour les investissements de nouvelles entreprises et plus une aide à la trésorerie éventuellement pour les entreprises dans lesquelles ils ont déjà investi par le passé. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va forcément avoir un ralentissement en termes de valeur absolue des fonds dans les mois qui viennent, avec probablement des tickets qui seront plus petits pour les nouveaux entrants et plus gros mais moins nombreux pour les tours de fundraising suivants, les séries B, C, D et ainsi de suite. Donc voilà pour les levées de fonds. À noter, peut-être que certains d'entre vous ont lu cet excellent article du Figaro qui en parle, certains fonds d'investissement reviennent sur leurs engagements qui avaient été pris avant le début de la crise. On a notamment le cas d'une entreprise de cybersécurité qui avait signé un accord avec un fonds à Los Angeles qui est ensuite revenu sur son engagement. Voilà, il y a en fait depuis quelques semaines un inversement du rapport de force. En fait, le mois dernier, tout le monde expliquait que les pépites tech françaises ou américaines pouvaient, entre guillemets, faire leur shopping auprès des fonds d'investissement qui devaient se mettre en avant, présenter les meilleurs term sheets, la meilleure proposition de valorisation d'entreprise et la meilleure aide en dehors de l'aide financière. Voilà, maintenant, depuis quelques semaines, évidemment, l'argent se tarit, se fait plus rare et le rapport de force s'inverse. Et certains fonds d'investissement en abusent un petit peu et essaient de tordre un peu la main des startups françaises ou américaines. Un point important à souligner. D'un point de vue business, je vais faire un rapide tour. Il y a beaucoup d'industries qui sont touchées. Évidemment, la consommation est très durement touchée. Peut-être faire le point rapidement sur quelques vainqueurs ou quelques opportunités, en tout cas, qui me semblent important de souligner. Comme toutes les crises, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de perdants, mais il y a systématiquement aussi des grands vainqueurs. Important de souligner que d'énormes géants de la tech d'aujourd'hui sont apparus pendant les crises de 2009 et 2008. Je pense notamment à Pinterest ou Airbnb qui ont été créés au plein milieu de la crise de subprime. On voit notamment au premier vainqueur ce qu'on appelle les pure players, pure digital players, qui sont les entreprises qui ne fonctionnent que par le e-commerce et dont la consommation et le système de communication étaient déjà complètement digitalisés. Ces entreprises ont un coup d'avance sur les entreprises de retail un peu plus classiques comme Target, Walmart ou les petits commerces qui avaient déjà en partie une partie d'action digitalisée, mais qui doivent complètement repenser leur supply chain et la façon dont ils communiquent. C'est un premier point. Ces entreprises-là de pure players continuent à être en croissance pour certaines d'entre elles, notamment celles dont la consommation est intéressante alors qu'on est tous en confinement. Je pense notamment à Peloton, qui est une entreprise de tricycle, enfin de vélo, de gym en intérieur, qui explose en ce moment et qui était déjà une très belle success story avant. Deuxième sujet qui est très intéressant, évidemment, c'est toutes les entreprises de productivité de télétravail. On a la chance d'avoir des bons exemples français de ce point de vue-là. Alors, il faut comprendre qu'une entreprise aujourd'hui en fait partie. Je pense notamment aussi à Klaxoon, qui est un des Next 40. On a eu la chance d'interviewer dans le cadre d'un webinaire lundi dernier et qui fonctionne très bien en ce moment et qui voit une très belle croissance. D'autres entreprises beaucoup plus connues que vous avez forcément entendu parler, notamment Slack et Zoom, qu'on utilise aujourd'hui, voient une belle croissance. Donc ça, c'est important de le signaler. Troisième point, c'est la Big Tech. De manière générale, on voit que les GAFAM vont sortir très, très grands gagnants de la crise avec un effet très fort de consolidation du marché de la tech. Amazon, évidemment, va très bien avec le e-commerce, malgré de très, très grosses dépenses sur la protection de leurs employés suite aux règles de distance, de social distancing, de gestes barrières, comme on dit en français. Mais aussi Google, avec toutes les solutions de télétravail également, mais de cloud. Et pareil pour Microsoft et Apple va un peu moins bien forcément, avec une partie B2C qui est durement touchée. Les commandes de la dernière série d'iPhone qui sont tombées de manière assez drastique.
Et enfin, dernier point, la cybersécurité, c'est très lié au sujet du télétravail. La cybersécurité est un des thèmes qui explose en ce moment. Ben, encore une fois, on utilise Zoom. Vous avez sûrement entendu parler du violent backlash en termes de PR et des failles de sécurité de l'application Zoom. Énormément d'entreprises aujourd'hui sont obligées de digitaliser l'intégralité de leur process. Ça crée des failles, de toute évidence. La NSA a observé, la NSA qui est donc une des agences de renseignement américaines spécialisées sur les questions de cybersécurité, a vu une recrudescence des cyberattaques absolument drastique sur les deux derniers mois. Et beaucoup d'entreprises doivent s'équiper de manière très rapide et il y a une vraie opportunité pour les entreprises cybersécurité françaises ou américaines. Voilà pour donner quelques premières pistes de réflexion. Bon, merci beaucoup, c'était très complet. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Ce que je note quand même, c'est que c'est assez variable au final dans les retours qu'on a. Il y a forcément, il y a des secteurs d'activité, mais notamment, il y a des entreprises qui, avec certains clients, ont plus de business avec les États-Unis en ce moment, d'autres moins. Donc oui, en fait, c'est forcément variable, mais a priori, ça ne risque pas, si je comprends bien, de diminuer les exports entre France et États-Unis dans l'année à venir, en tout cas. Bon, on va forcément avoir une année 2019 2020 pardon, qui sera un peu délétère parce qu'un premier semestre qui a été très ralenti, mais le pragmatisme business américain, au bout d'un moment, revient très vite au galop. Tout à fait, ouais. Et ils veulent juste prendre les solutions qui sont les plus intéressantes en termes de ROI pour eux, ouais. Quel que soit le drapeau derrière. C'est noté. Merci. On va donner maintenant la parole à Anne de Haddock pour nous faire un retour aussi sur ce que propose la Team France Export et Haddock aujourd'hui. Ok. Alors, je pense que Aziza développera très certainement tous les outils qui nous viennent des décisions nationales et qui sont aujourd'hui largement déclinés en région, notamment au niveau de l'information ou du soutien à la prospection. Concernant plus particulièrement la spécificité Occitanie, alors très concrètement, au-delà du marché américain, juste rappeler qu'aujourd'hui, on a toujours cette action de soutien, on va dire, d'urgence qui prend ses fondamentaux sur les situations actuelles, que ce soit en termes de trésorerie, de fonds de solidarité, de passe-rebond, etc. Donc, il y a quand même tout un panel de dispositifs financiers qui ont été mis en place au niveau national, déclinés par région, et qui servent alors indirectement à l'export, mais en tout cas aujourd'hui qui servent les situations d'urgence que rencontrent les entreprises. Donc ça, je pense que c'est quand même des choses à rappeler. Et aujourd'hui, vous avez tout qui est disponible sur le site du Hub Entreprendre de la région. Donc ça, j'invite tous ceux qui arrivent à sortir un peu la tête du guidon malgré le contexte de le regarder parce qu'il y a quand même un certain nombre d'outils qui va des aides juridiques pour mobiliser des avocats en droit social jusqu'à des passe-rebonds qui vous permettent de financer une partie des investissements que vous ne pouvez plus faire ou que vous souhaitez reporter à plus tard. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose que je voulais souligner. Ensuite, de notre côté, on s'active depuis le début de la crise à suivre de très près toutes les actions qui ont été reportées ou annulées. Donc, je rappelle que pour toutes les entreprises qui étaient concernées, et Business France a fait la même chose de son côté, on a pris la décision de rembourser toutes les entreprises, donc que ce soit des actions avec Business France ou sans, parce qu'il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être dans le cadre de la Team France Export Occitanie, mais sur lequel on n'a pas forcément les mêmes opérateurs. Donc ça a été quelque chose d'important qui a été mis en place. Mais il y a surtout dans la perspective des outils de relance à mettre en place un suivi permanent de toutes les actions du second semestre. Alors, je ne vous cache pas qu'elles
qu'elle s'annule tout au fur et à mesure. Pour autant, on est quand même très conscient que dans le cadre d'un retour au marché, il faudra qu'on puisse répondre présent pour embarquer, j'ai envie de dire ça comme ça, les entreprises qui le souhaiteraient à aller reprendre à tâche avec reconquérir leurs clients ou leurs prospects. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on suit de très près. On a un groupe aussi de travail avec les équipes tech de Paris pour les grosses OP. Mimix en parlait tout à l'heure, donc j'avais sur les CES, voilà, tout ce qui est Vivatech, CES. Alors, CES n'a pas été reporté parce qu'il était en début d'année, mais voilà, pour janvier 2021, il y a des gros points d'interrogation. J'entends bien le discours à l'américaine qui nous viennent de New York, de Paul, mais voilà, pour autant, je pense qu'on ne vivra pas un CES 2021 comme on a vécu, nous, en tout cas, l'Occitanie, depuis les 7 précédentes éditions, la participation au CES. Donc ça, il y a un groupe de travail qui se met en place pour s'assurer de pouvoir porter les entreprises qui souhaiteront y être représentées, mais surtout porter la dynamique française. Donc, ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, de poursuivre l'action. C'est la même chose sur Vivatech, où on est en contact régulier avec les organisateurs, voilà, pour assurer cette présence et cette représentation le moment venu dans les meilleurs formats possibles. Juste dire également que on est en plein groupe de travail justement sur tout ce qui est mesures et actions de relance aux côtés de Digital 113, de la région, de l'État et avec la Team France Export. Donc on se nourrit énormément de la situation actuelle. Alors on avance dans le brouillard comme tout le monde, je pense. Donc il y a plusieurs scénarios qui sont prévus, mais en tout cas il y a déjà des tendances. Vous dire que déjà tout ce qui concerne les outils financiers export, là pour le coup, le pass et le contrat export, déjà depuis le mois d'avril, vous dire que les avances de fonds qui au départ étaient de 10% sont passées à 30% sur le contrat export. Donc ça vous permet voilà, d'avoir un fonds disponible en termes de trésorerie un peu plus important et que ont été simplifiés tous les justificatifs qu'on vous demande, c'est-à-dire que tout ce qui était jusque-là demandé en termes de copie de facture, etc., maintenant, il vous suffit de faire un récapitulatif des dépenses pour mobiliser les crédits. Bien évidemment, à votre responsabilité de tenir à disposition de la région le moment venu les justificatifs réels. Et vous dire que tout ça dans le cadre des groupes de travail de plan de relance, en particulier de l'export, ils vont encore évoluer, ces dispositifs. Il y a une chose qui n'est pas vraiment secrète, que je peux déjà vous dire, c'est concernant ces dispositifs où avant il vous fallait justifier pour les mobiliser, d'aller sur un nouveau marché ou de présenter un nouveau produit sur un marché existant. Donc ça, très probablement, ce ne sera plus le cas à partir de la fin mai. Et puis, il y a des travaux, des propositions qui vont être faites pour modifier les taux. Donc, la bonification de taux, que ce soit en termes d'avance de fonds ou en termes de plafond, etc., pour justement essayer d'accélérer la reprise ou en tout cas vous aider à repartir, à reconquérir vos clients ou vos marchés sur les États-Unis ou ailleurs, mais en tout cas, les États-Unis, on sait que pour la tech, ça reste un marché prioritaire, qui bien évidemment, nous, avec la base avancée de New York, donc et la maison de la région, nous tient particulièrement à cœur, puisqu'on sait que c'est voilà, un marché sur lequel les entreprises nous attendront, malgré toutes les difficultés que ça peut représenter, tant en termes politiques qu'en termes économiques. Voilà ce que je peux dire à l'heure actuelle sur le plan de soutien ou en tout cas le plan de relance qui, nous l'espérons, normalement devrait sortir dans sa veine au mois de juillet et puis dans sa version définitive dans le même calendrier que l'État, puisque c'est en pleine coordination avec les services de l'État qui sont prévus au mois de septembre-octobre. Super, merci beaucoup Anne.
Je vais laisser du coup à Aziza et Christophe compléter sur la partie France Export. Oui, merci beaucoup. Donc en fait, pour la partie de Team France Export et plus principalement sur donc Business France et Chambre de commerce, en complément de ce que disait Anne, donc nous on accompagne, comme je vous le disais, en étroite collaboration avec les bureaux à l'étranger, vraiment le démarchage commercial pour l'entreprise. À ce stade-là, depuis donc la situation, la crise, le gouvernement et donc nos tutelles et donc la Team France Export a développé les deux principaux outils pour donner de la visibilité aux entreprises. Le premier, c'est une carte Live Info Marché, dont vous avez déjà entendu parler sur notre plateforme teamfranceexport.fr pour suivre en temps réel l'impact économique de la crise dans les 60 pays où nous avons des bureaux et où sont présents nos collaborateurs. Donc, c'est le cas aux États-Unis. Et Paul pourra le confirmer. Donc, pour suivre cet impact et également l'accessibilité marché autour d'une dizaine de variables, comme par exemple quel est l'état de la logistique, quel est l'état de l'ouverture des frontières avec la France. Donc ça, par pays, vous avez une carte, vous cliquez sur le pays et ça vous permet, grâce à ces indicateurs, voilà, de savoir où ça en est. L'actualisation est quotidienne. Donc, si vous voyez une date, par exemple, d'il y a 5 jours, c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu lieu de mettre de nouvelles informations, mais en tout cas, c'est quotidiennement revu. Et donc, c'est prévu, une déclinaison par secteur d'activité est prévue par pays. Aujourd'hui, c'est le pays dans son ensemble et prochainement, la carte va se décliner donc par secteur d'activité. Le deuxième élément, outil qui a été mis en place dans le cadre de ce plan de soutien, ce sont les webinaires sectoriels, toute une programmation, il y en a 170 qui sont sortis il y a 15 jours. Donc Paul aussi connaît bien sûr l'existence pour ce qui est des États-Unis. Et en fait, donc, il suffit de se rendre sur la plateforme des solutions, la teamfranceexport.fr, de vous inscrire. Évidemment, le replay est disponible et on vous invite vraiment à participer à ces webinaires puisque l'information qui est donnée par nos bureaux à l'étranger est très précieuse. Voilà, Paul également a l'habitude de ces webinaires. Ensuite, simplement confirmer qu'en parallèle de ces deux outils spécifiques plan de soutien, on continue et on incite vraiment, on invite les entreprises d'Occitanie, mais également françaises, de manière générale, à mettre en place des points conseil marché, ce qu'on appelle des points conseil marché, c'est-à-dire qu'on les invite vraiment à ce qu'on organise une visio, comme on le fait là, c'est-à-dire avec le bureau, donc pour les États-Unis, avec Paul sur la tech, avec moi-même et des chargés d'affaires et l'entreprise pour évaluer en fait gratuitement avec les experts à l'étranger le potentiel marché et pouvoir bénéficier de recommandations d'actions personnalisées. Vraiment en fonction de la problématique précise de l'entreprise. Donc, c'est des visios qui peuvent durer une demi-heure ou une petite heure qu'on recommande vivement. Donc là, aujourd'hui, je vous le dis, on vous transmet ce message à vous, mais c'est évident que tout chef d'entreprise que vous connaîtriez qui n'est pas présent à cette visio, on vous invite vraiment à ce que vous relayiez l'information auprès d'eux, tout simplement voilà, pour ne pas perdre de part de marché, pour anticiper la reprise et éviter du coup de ne pas être là au moment où il le faudra. Donc ça, c'était l'aspect point conseil marché. Et bien évidemment, comme le disait Paul, à demi-mot, mais la prospection à distance continue. C'est-à-dire que voilà, selon ces points conseil marché qui sont très utiles en amont, on continue à organiser des agendas de rendez-vous B2B pour le compte des entreprises, des rendez-vous bien évidemment virtuels, mais qui ont, comme vous pouvez vous imaginer, une importante valeur, puisque aujourd'hui, 99% des échanges se font virtuellement et beaucoup fonctionnent très très bien et aboutissent. Donc voilà, c'était le message que je voulais faire passer au nom de la Team France Export. Je vous remercie. Si je peux prendre le relais, donc, puisqu'on parle des États-Unis, tous les ans, la Team France Export Occitanie organise une Learning Expedition sur San Francisco, donc au cœur de la Silicon Valley. Bon, on devait partir demain. Vous comprenez que vu la situation
reporté. Bon, je ne sais pas si on sera en capacité de l'organiser sur 2020, mais bon, espérons, croisons les doigts pour 2021. Donc, ce n'est pas une mission de prospection commerciale, c'est vraiment un déplacement pour aller se former, pour aller apprendre ce qui se passe dans la Silicon Valley, hein, puisqu'on est reçu à l'université de Stanford, on va assister à un cours de stratégie. On est reçu chez Facebook, chez Google, chez Samsung, et on aborde tous les sujets liés aux nouvelles technologies. Donc, c'est les objets connectés, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, le big data, bon, voilà, tous les sujets d'importance et qui prendront de plus en plus d'importance. Donc voilà, c'est une mission ouverte à toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'elle exporte ou qu'elle n'exporte pas. C'est vraiment une mission d'ouverture d'esprit, de formation au cœur de la Silicon Valley sur voilà, 4-5 jours au départ de Toulouse ou de Montpellier. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions dans la salle ou des compléments d'information que vous auriez Peut-être compléter quelque chose. Asdiza a souligné à juste titre qu'on continue à faire de la prospection à distance. Et puis, je reviens sur ce qu'a dit Yann. En effet, hein, tout ce qui est physique va rester très compliqué à moyen terme. Hein. On a en effet des questions sur le CES. Quand je parlais d'optimisme en termes business, je parle d'optimisme pour le business, pour les entreprises SaaS dont tout est virtualisé. Je tiens à faire un petit coup d'appel sur le fait que nous organisons pour ce second semestre des actions de prospection auprès des grands comptes américains exclusivement virtuelles pour donner une visibilité auprès des solutions françaises qui souhaitent continuer à vendre, et que nous avons un premier Virtual Retail Tour notamment qui se concentre sur les technologies qui peuvent aider les entreprises de retail, notamment de e-commerce, à continuer à innover et profiter des opportunités de la crise, qui aura lieu en juin. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Aziza pour plus de précisions sur ce programme qui est en cours de finalisation et qui s'annonce prometteur. Super, merci. Bon, si on n'a pas de questions supplémentaires, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce café visio. Il est déjà 14h50, on finit un peu plus tôt, parfait. Je vous remercie beaucoup, merci à nos intervenants, merci Eliane d'avoir organisé tout ça. N'hésitez pas, donc, comme je disais au tout début, les cafés visio reprennent la semaine prochaine, mais sur un format différent qui ne sera pas tous les matins, puisqu'il sera à 14h les mardis et jeudis. Sachant que mardi sera sur le thème en fait de retour notamment de RH sur les préconisations pour les entreprises sur le retour au travail, on va dire, dans les bureaux notamment. Voilà, donc n'hésitez pas, ça va être un moment surtout d'échange. On n'a pas on va dire, d'intervenant bien fixe. Donc c'est là c'est fait vraiment pour que les entreprises puissent échanger entre elles. Merci beaucoup à nos intervenants et merci à vous de nous avoir rejoints. Bon après-midi. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Merci.